La Révolution n'est pas encore commencée, mais les disettes de 1788, ressenties à Paris et dans certaines grandes villes, avaient chauffé les esprits. À Péronne, la cité est encore calme, mais comme dans toute la France, on se prépare à élire des représentants chargés de rédiger les revendications. L'Assemblée générale du tiers-État se tiendra le jeudi 19 mars en l'église Saint-Jean-Baptiste, afin de concourir à la rédaction des cahiers de doléances et à la nomination de ces 4 députés. Les 4 députés du tiers-État élus sont messieurs Pinstré de Buire, Prévost, avocat du roi au bailliage de Roye, Bouteville-du-May, avocate au bailliage de Péronne, et Mareux, cultivateur à tricot. Le clergé élit le célèbre abbé Maury, prieur de Lyons et prédicateur du roi, et l'abbé Calixte de la Place, curé de Languevoisin, à côté de Nesle. La noblesse choisit le chevalier Alexandre de la May et le duc de Mailly comme représentants. Péronne, ce 16 mars 1789. Monsieur, vous êtes prié de la part de messieurs les officiers municipaux de vous rendre le jeudi 19 de ce mois à 8 heures précises du matin à l'Assemblée générale du tiers-État de cette ville qui se tiendra en l'église Saint-Jean-Baptiste, pour concourir à la rédaction des cahiers de doléances et à la nomination de 4 députés. Par ordonnance, Degueux-Agny, greffier en chef de l'hôtel de ville. Les 8 députés du gouvernement de Péronne, bailliage de Péronne, Roye, Montdidier, sont bien présents à Versailles le jour de l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789. Parmi les 1139 représentants du royaume, 3 des nôtres prennent très vite un rôle de premier plan. Louis Guillain de Bouteville-du-May, 1746-1821, plus organisateur qu'orateur et l'un des secrétaires de l'Assemblée, puis président de séance en 1790. Après la bataille de Jemmapes du 6 novembre 1792, il prend la charge d'administrateur des États Belgiques unis, dépendant grandement de la République française. Suite à la bataille de Fleurus, 26 juin 1794, qui confirme l'annexion du territoire belge, il est nommé en 1795 à la commission appelée à rédiger le Code Napoléon dans ses 3 départements, Ourthe, Meuse-Inférieure et Sambre-et-Meuse. Il préférera démissionner plutôt que d'imposer de force ses lois. Sous le consulat, il est commissaire auprès du tribunal de cassation, juge à la cour d'appel d'Amiens, puis président de cette même cour. En 1800, il est député de la Somme, au Conseil des Anciens, puis au Conseil des 500. Le chevalier Alexandre Théodore Victor de la May, 1760-1829, jeune noble ayant participé avec ses 2 frères à la guerre d'indépendance des États-Unis, en rapporte des idées nouvelles de liberté. Député de la noblesse, il se rallie au tiers-État et s'oppose avec véhémence à Mirabeau. Lors de la nuit du 4 août 1789, il est l'un des promoteurs de l'abolition des privilèges. Après Varennes, il passe à l'ennemi avec Lafayette et fait prisonnier avec lui, dans la même prison. Libéré après 3 ans, il rentre en France, puis émigre de nouveau en Angleterre. À son retour définitif en 1800, il est nommé préfet. À la Restauration, il siège à la Chambre des députés sur les bancs de la gauche. Le parcours des 3 frères de la May est unique. Théodore, Charles Malo-François et Alexandre Théodore Victor, après avoir participé activement tous les 3 à la guerre d'indépendance des États-Unis, seront tous les 3 députés à la Révolution. Prêtre, puis académicien, le prieur de Lyons en Santerre exerce aux États généraux un rôle de tout premier plan. D'une éloquence polémiste redoutable, d'une stature imposante, il s'oppose à Mirabeau.
défendant bec et ongles l'Ancien Régime en se montrant systématiquement défavorable à toutes les avancées démocratiques. À la dissolution de la Constituante, il émigre. En 1794, le pape le nomme cardinal. Sous l'Empire, il devient sénateur en 1806, de nouveau membre de l'Académie française en 1807, archevêque de Paris en 1810, contre l'avis du pape Pie VII, prisonnier de Napoléon. Dans tous ces faits, il soutient l'empereur par ses mandements et ses sermons. Sous la Restauration, il perd toutes ses prérogatives. Exilé à Rome en 1814, le pape le fait emprisonner au château Saint-Ange durant 6 mois, puis chez les lazaristes pour le punir de sa désobéissance. Rentré en grâce, il meurt en 1817 dans un monastère. Arrestation à Péronne de l'abbé Maury. Quelques jours après le 14 juillet 1789, où périssent sous la vindicte populaire quelques-uns de ses amis, l'abbé Maury songea, dans l'imminence du péril, à chercher son salut dans la fuite. Caché sous des habits d'emprunt, les cheveux noués, et coiffé d'un tricorne sans cocarde, il quitte Paris et se dirige vers la frontière du Nord. Arrivé à Péronne le dimanche 26 juillet, il refuse de décliner son nom, mais est reconnu et arrêté. Considérant que le député n'a pu quitter l'Assemblée nationale sans autorisation ni passeport, qu'il pourrait y être dangereux de le remettre en liberté sans en avoir reçu l'ordre de l'Assemblée auquel il appartient, il est consigné à l'hôtel Saint-Claude, sous la protection du corps de garde de la milice bourgeoise. Une lettre rédigée par l'Assemblée armée de la ville, ainsi qu'une autre, écrite par lui-même, sont envoyées au président de l'Assemblée nationale pour l'informer et lui demander ses instructions. Les 2 missives sont lues et débattues le 27 à l'Assemblée pendant 4 heures, à Versailles. À l'issue du débat passionné, le duc de Liancourt, président de l'Assemblée nationale, donne pour instruction dans un courrier envoyé le soir même à Péronne de libérer l'abbé Maury. Le 28, l'abbé Maury quitte la ville à 4 heures et rentre à Versailles. Une piquante anecdote survenue pendant son arrestation à Péronne confirme la force herculéenne de l'abbé Maury. Un gagne-denier de la ville, vendeur de journaux, tenant une liasse de brochures, s'était arrêté à proximité de l'endroit où était consigné l'abbé Maury, et annonçait en ces termes la marchandise qu'il débitait. Demandez les dernières paroles de l'abbé Maury à la lanterne. L'abbé s'avança vers le crieur, l'appréhenda par les épaules, et après l'avoir fixement regardé entre les 2 yeux, l'envoya rouler à plusieurs pas en lui disant « Tu as oublié d'annoncer les derniers gestes de l'abbé, les voilà. » Source, La Révolution à Péronne, 1789-1791, par Gustave Ramon. Il ne sait sur quel pied danser. Danse aristocrate. Caricature anonyme de 1790, montrant le cardinal Maury sur une corde raide tenue par le diable habillé en bouffon, encouragé à gauche par 2 aristocrates et harcelé à droite par 2 membres du tiers-état. Un 4e de nos représentants a aussi un rôle important. Marie-Louis Nicolas Pinspré de Buire, 1730-1816, préférera démissionner lors de la session parlementaire et sera remplacé le 11 décembre par Antoine-Marie Rodolphe Liénard, avocat à Montdidier. Retiré sur ses terres de Buire-Courcelles, féru d'agriculture, il est fier de présenter aux connaisseurs ses trèfles incarnats provenant du sud-ouest et qui valorisent ses jachères. On le retrouve comme premier président du Conseil général de la Somme en 1800. En effet, historiquement, c'est la loi du 22 décembre 1789 qui prescrit, pour la première fois, la création dans chaque département d'une assemblée composée de 36 membres élus, le Conseil de département, supprimé par la loi du 14 primaire de l'an 2, 4 décembre 1793,
Le conseil de département sera rétabli le 17 février 1800, sous le nom de Conseil général. La porte de Paris à Péronne, selon Louis Brion de la Tour, au moment de la Révolution. Illustration de voyage, les 102 départements de France, 1792-1802. Le 14 juillet 1793 fut proclamée à Péronne avec une grande solennité sur l'autel de la patrie la Constitution républicaine de 93, élaborée et votée par la Convention le 24 juin, et précédée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le 10 août de la même année, à la fête de l'unité et de l'indivisibilité de la République, que le procureur du district a livré aux flammes les parchemins et titres de noblesse de plusieurs familles de Péronne, et un vieux livre de blason, pour se conformer aux 2 décrets antérieurs. Pour satisfaire aux nouvelles exigences révolutionnaires et pour rompre avec un passé féodal, dans toute la France on institue une nouvelle nomenclature patriotique et philosophique des portes, places, quais, cantons, rues et autres lieux de la commune. À Péronne, l'ordre est appliqué. Si les places des marchés aux herbes, aux porcs, aux vaches ne sont pas modifiées car non suspectes, les autres lieux sont renommés. La grande place devient place de la Réunion. La rue Saint-Furcy est coupée en 2. En haut, rue de la Montagne. En bas, rue de la Fraternité. Faubourg et porte de Paris deviennent Faubourg et porte du Midi. Faubourg et porte de Bretagne, d'Orient. Rue et porte Dauphine, du Nord. L'église Saint-Furcy, temple de la raison. L'oratoire Saint-Sauveur, temple de la fraternité. La rue des Chanoines deviendra affranchie. La rue Fontaine-Saint-Furcy, de la sobriété. Et la rue des Fromages, où était-elle celle-là? Rue des Sans-Culottes. Sans entrer dans les détails géographiques, nous y trouvons aussi les rues Chaslier, Franklin, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Calas, Mably, Marat, Gasparin, de la Sagesse, Scipion, Brutus, des droits de l'homme, et beaucoup d'autres, qui ne survivront pas à la Révolution. Compte tenu de la raréfaction grandissante du numéraire, et afin d'honorer ses dépenses courantes, le 29 janvier 1792, le Conseil de commune décide l'émission d'assignats de Péronne. Ces billets de 3 et 5 sols sont échangeables, avec la garantie de la commune. Délibération du Conseil général de la commune. Baptême républicain de Saint-Simon. Péronne, séance du 20 septembre 1793. Le citoyen Claude-Henri Saint-Simon, ci-devant noble, demeurant dans cette ville, se présente au Conseil et déclare qu'il veut purifier, par un baptême républicain, la tâche de son péché originel. Il demande d'abroger un nom qui lui rappelle une inégalité que la raison avait proscrite longtemps avant que notre Constitution en eût fait justice. Il demande que le Conseil s'engage à le désigner. Il annonce qu'il choisit celui de Claude-Henri Bonhomme. Le Conseil ouït le citoyen sauvage pour le procureur de la commune, délibère que le ci-devant Saint-Simon s'appellera désormais le citoyen Bonhomme, et qu'il sera porté sous ce nom sur l'état civil de recensement des citoyens de la commune. Péronne, séance du 26 septembre 1793. Le citoyen Claude-Henri Bonhomme s'est présenté et a remis sur le bureau différentes pièces en parchemins et papiers dont suit l'inventaire. Plusieurs commissions militaires de 1779, 1782, 1784 et différentes lettres ou brevets de confirmation d'ordre militaire. Chevalier de Saint-Louis, Saint-Sinatus,
etc. La municipalité, après s'être fait représenter ces pièces, délibère que les papiers et parchemins dont est question seront brûlés, ce qui a été fait à l'instant, et que la croix de Cincinnatus et les vestiges des deux autres croix demeureront déposés au greffe. Ouvrage de Gustave Ramon, La Révolution à Péronne, 1789-1804. Désargenté avant la Révolution et revenant se réfugier sur ses terres picardes, il deviendra un riche entrepreneur en spéculant sur les biens nationaux, biens confisqués de l'Église. Après la Révolution, il reprendra sa particule. Il bâtit alors une philosophie prônant le progrès de l'humanité par les sciences. Entouré de personnalités émergentes, mathématiciens, médecins, philosophes, etc., ses réflexions le conduiront au nouveau christianisme. Comme un véritable prophète du saint-simonisme, il nourrit un mouvement idéologique qui le vénère et s'aimant ses conceptions présocialistes. À sa mort, le 17 mai 1825, il est presque inconnu. Ses obsèques purement civiles ont lieu au cimetière du Père-Lachaise le 22. Sa famille est absente, mais plusieurs de ses amis ou anciens amis sont présents, certains prononçant un discours. La collégiale Saint-Furcy, le plus vaste édifice religieux de la ville, édifié pour vénérer les reliques de notre saint, ne résista pas à la tourmente révolutionnaire qui le transforma en temple de la raison, pour célébrer la fête de l'être suprême. La dernière messe fut dite le 29 octobre 1793. Vendue en 1794, elle fut rapidement démolie. Ce dessin nous présente la collégiale Saint-Furcy, le couvent des Minimes, la porte de Paris, l'église Saint-Quentin-Capelle et l'église du village de Sainte-Radegonde. À la Révolution, la collégiale est détruite, tout ce qu'elle contenait est saccagé. Les reliquaires de Saint-Furcy sont profanés et vendus. Les ossements sans valeur marchande gisent sur le sol. Le bedeau, assisté d'un pieux et courageux Péronais, récupère les reliques et les cache le temps de la terreur. Pour effacer tout signe de féodalité, de l'Ancien Régime, les armoiries de la bannière du siège de Péronne conservées en ces lieux sont découpées. On y fait des trous. Où sont passées les échelles du fameux siège, prises à l'ennemi, et pendues à l'intérieur en ex-voto depuis 1536? Que sont devenues les tombes de Charles le Simple, du commandeur des Terpigny, des chanoines? Quelques jours après la défaite de Waterloo, du 18 juin 1815, dont la nouvelle portée par les ailes du vent s'était bien vite répandue dans la ville, l'armée anglaise et ses alliés stationnent vers le mont Saint-Quentin. Un artilleur de la garde nationale de l'Oise, ivre et fort indiscipliné, tire des remparts un boulet qui, dit-on, tomba aux pieds de Wellington, le couvrant de poussière. Ce geste inconsidéré faillit exposer les Péronnais à une vengeance désastreuse. Monsieur Joseph Yvert, royaliste, maire improvisé, s'oppose à Claude Jandot, commandant de la place, et le sermonne vigoureusement. Voici le plan d'investissement de la ville et l'attaque par l'est du faubourg de Bretagne. On y voit les batteries britanniques et les manœuvres des troupes de Wellington. Enfin, sans plus de combat, la ville se range du côté du roi de France. Le lendemain de la capitulation de la ville, le 26 juin 1815, l'armée alliée, en route vers la capitale, traverse Péronne pendant une journée entière. La capitulation de la ville de Péronne a dû fasciner quelques Britanniques, puisque bien des années plus tard, une marque de tabac, l'Imperial Tobacco, célèbre encore au dos d'un paquet de cigarettes les exploits
de leurs vaillants grenadiers. Ce qui fit dire à quelques Britanniques, dont l'humour pince sans rire est légendaire, que Péronne, surnommée la Pucelle, était célèbre pour n'avoir jamais été prise par un ennemi, jusqu'à ce que sa réputation soit détruite par les galants grenadiers du duc de Wellington. Louis XVIII et Alexandre Ier. La couleur blanche a remplacé le tricolore flottant sur les cocardes et drapeaux des édifices publics. Le 30 juin 1815, au soir, Louis XVIII et sa suite entrent en ville, salués par la population au cri de Vive le roi. Sa Majesté salue le maire et repart très rapidement. Elle est attendue à Roye le soir même. Le 28 septembre 1815, arrivé à 8 heures du soir du tsar Alexandre Ier, au milieu des acclamations de toute la population, l'empereur de Russie descend chez Monsieur le Mercier dans la grande rue Saint-Furcy. Selon la coutume des souverains de ce pays, il couche sur la dure, dans un sac de peau de bête. Le 26 juin 1816, un arrêté du maire, M. Jean-Baptiste Joseph Hiver, prescrit une fête commémorative le 26 et 30 juin 1815, capitulation de Péronne et passage du roi Louis XVIII.